Jean Lacour, journaliste, a assisté au procès des grands criminels de guerre il y a 30 ans, ici. Oh, il s'est tenu ici pour une raison bien simple, c'est que d'abord, en Allemagne, qui était à l'époque un champ de ruines, il y avait peu d'endroits où on pouvait trouver un palais de justice qui s'était encore debout, où on pouvait réunir à la fois tant de journalistes, tant de dispositifs administratifs et tant de forces nécessaires à la surveillance de ces débats. Et puis, il s'est tenu ici aussi parce que Nuremberg avait été la Mecque du nazisme, parce que c'est là que, 7 ans plus tôt, avant l'ouverture de ce procès, Hitler était venu au Palais des Congrès dire que, après nous, il n'y aurait plus d'Allemagne, que ce serait la dernière Allemagne. Sa prophétie venait d'être réalisée. Et ce procès devait s'ouvrir dans le bâtiment que vous voyez là, et nous entrions pour assister au débat par la porte qui est ici. Pour tous ceux, journalistes, avocats, juges, qui entrent par cette porte le 20 novembre 1945, à 9 h du matin, commence le plus grand procès de l'histoire, le procès de Nuremberg. Nuremberg. Oui, c'était bien la Mecque du nazisme. Ici, 10 ans plus tôt, on célébrait un nouveau culte barbare, le culte de la violence et du racisme. Maintenant, c'est fini. Le 8 mai 1945, la guerre en Europe s'est enfin terminée, au bout de 35 millions de morts. 17 millions de morts en Russie, 6 millions en Pologne, 3 millions en Allemagne. Mais à quoi bon les chiffres? Y a-t-il des chiffres pour mesurer la souffrance, la perte de ce qu'on aime, la destruction de sa maison, de sa rue, de sa ville, de son pays? Telle est l'Europe le 8 mai 1945, un océan de ruines. Et l'Europe crie vengeance. Pour avoir une idée de l'état d'esprit de cette époque, il faut avoir vu les films d'instruction qu'on montrait aux soldats français, anglais et américains qui allaient occuper l'Allemagne vaincue. Regardez, écoutez. Pendant la bataille, votre esprit est toujours en éveil. Ne relâchez pas cette attention tant que vous serez sur le sol allemand. En Allemagne occupée, il n'y a plus de parti nazi, mais la pensée nazie, l'éducation nazie, la duplicité nazie subsistent. Les services secrets, eux non plus, ne sont pas morts. Ils continuent sous le manteau. Quelque part dans cette Allemagne se cachent les SS, les gangsters de la Gestapo. Ils n'ont plus d'uniforme, vous ne les reconnaissez pas, mais eux vous reconnaîtraient. Souvenez-vous que chaque métier, chaque profession était affiliée au parti hitlérien. Chaque Allemand était pris dans le filet nazi. Il ne leur suffit pas pour faire de nouveaux partis du monde civilisé de tendre la main et de dire « je regrette ». Ils regrettent quoi? D'avoir causé la guerre? Non. Ils regrettent seulement de l'avoir perdue. Cette main a salué Hitler. Cette main a lâché des bombes sur des villes sans défense. Rotterdam, Bruxelles, Belgrade. Cette main a détruit les villes, les villages et les foyers de Russie. Cette main a brandi le fouet sur les esclaves polonais, yougoslaves, français et norvégiens. Cette main leur a volé leur nourriture, les a torturés. Cette main a assassiné, massacré des Grecs, des Tchèques, des Juifs. Cette main a tué, estropié les soldats, les aviateurs, les marins. Ne serrez pas cette main, elle n'est pas celle d'un ami. Un jour, le peuple allemand sera guéri de sa maladie de race supérieure qui prétend dominer le monde.
Mais il devra prouver qu'il est bien guéri de son mal sans que puisse subsister la moindre trace avant d'avoir le droit de reprendre une place parmi les nations civilisées. Nous sommes décidés à mettre un terme définitif à leurs entreprises conquérantes. Nous sommes décidés à les empêcher à jamais d'utiliser pour la guerre leurs industries de paix. Nous sommes décidés à protéger nos enfants de la terreur allemande. Nous sommes décidés à ce que le cycle guerre allemande, paix menteuse, guerre allemande, paix menteuse, guerre allemande, paix menteuse, une fois pour toutes, soit brisée. Telle est votre tâche en Allemagne. Dès l'entrée des Alliés en Allemagne, la chasse aux criminels de guerre commence. Ils se cachent partout, mais surtout dans les camps de prisonniers, où leurs victimes viennent les identifier. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Ainsi, plusieurs centaines de milliers de nazis, petits ou grands, sont découverts par les commissions de recherche alliées. Les Russes en jugeront 24 000, les Polonais 16 000, les Allemands de l'Est 12 000, les Tchèques 33 000. Les Français en condamneront 18 700. En Allemagne de l'Ouest, des tribunaux allemands jugeront ces autres Allemands jusqu'en 1966, 86 000. Tout cela sont plus ou moins du menu fretin. Les gros, eux, sont plus difficiles à trouver. Mais de proche en proche, les Alliés finiront par les découvrir tous, ou presque. Les chefs des camps de concentration, comme Kramer et Heuss. Et enfin les grands dignitaires du parti nazi, comme Seyss-Inquart. Toute l'Allemagne est passée au peigne fin. Pour ceux qui n'ont pas pu fuir en Espagne ou en Amérique du Sud, la seule évasion possible, c'est le suicide. 24 heures après avoir été arrêté, Himmler, le grand chef des SS et de la Gestapo, a avalé une ampoule de cyanure. Dans leur zèle, les Anglais croient même avoir trouvé Adolf Hitler. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est qu'un sosie. Hitler, lui, est bien mort, à Berlin. Quant au numéro 2 du Grand Reich allemand, le maréchal Göring, qui s'est réfugié en Autriche, il se présente spontanément aux autorités américaines. Il s'imagine encore qu'il représente l'Allemagne et que les Alliés vont traiter avec lui. Il va vite déchanter. Quand les Américains le désarment et le font prisonnier, il est médusé. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui qui avait emporté son grand uniforme, à tout hasard. Il va lui servir une dernière fois. Présenté à la presse américaine, le maréchal continue à plastronner. « Savez-vous que vous êtes sur la liste des criminels de guerre ?» lui demande-t-on. Moi, première nouvelle. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Il va le savoir bientôt. En effet, Göring va rejoindre à la prison de Nuremberg, en zone américaine d'occupation, 20 autres grands dignitaires nazis qui attendent d'être jugés. Car dès novembre 1943, en pleine guerre, 17 pays alliés ont décidé que les nazis paieraient pour leurs crimes et que leurs dirigeants seraient jugés en commun par les 4 grandes puissances. Le procès devait avoir lieu à Berlin, mais les Américains, qui sont les seuls après la guerre à en avoir les moyens, ont pris l'affaire en main. Ce sont eux qui ont la garde des accusés. Le commandant de la prison, le colonel Andrus, a reçu pour consigne empêcher les accusés de se suicider. Il n'empêchera pas Ley, le chef du front du travail, de se pendre à sa chasse d'eau 1 mois avant l'ouverture du procès. Pendant tout l'été, des prisonniers SS sont employés à remettre en état la grande salle du palais de justice de Nuremberg. Et le 20 novembre 1945, tout est prêt. À 9h30 du matin,
Les procureurs anglais, français, américains et russes, les avocats allemands, la presse du monde entier attendent le grand moment. Les vainqueurs vont juger les vaincus. C'était la première fois que l'on allait juger pour crimes contre l'humanité les dirigeants d'un pays vaincu après une guerre. On était en droit, les optimistes étaient en droit de penser qu'il allait en sortir une espèce de nouveau droit international, une nouvelle morale internationale qui réglerait, qui réglementerait pour les années et les siècles à venir le comportement des nations entre elles. D'autres, au contraire, disaient tout ça est un peu une parodie de justice parce que, au fond, c'est la justice des vainqueurs qui va s'exercer et avant même que le procès ne soit commencé, on pouvait considérer que les verdicts étaient rendus et que les sentences étaient prononcées, que les vaincus devaient être condamnés. 9h45, par cette porte, les accusés entrent un par un. On va enfin les voir de près, ces hommes qui ont terrorisé l'Europe. Ces gens que personne n'avait vus, effectivement, on les attendait avec beaucoup de curiosité. Et on les a largement détaillés. Göring, nous l'avons vu s'installer au coin de ce box. Il avait beaucoup maigri, car vous savez qu'il était morphinomane. Et depuis le temps qu'il avait été mis en prison, on lui avait fait subir une cure de désintoxication. Il avait perdu 15 ou 20 kilos. Enfin, il flottait littéralement dans le vieil uniforme gris plus ou moins délavé qu'il portait à ce moment-là. Il y avait celui qu'on regardait aussi avec curiosité, c'était son voisin de gauche, qui était Rudolf Hess, et qui avait vraiment l'air d'un halluciné, sans qu'on ait jamais su vraiment d'ailleurs, et on ne le sait toujours pas aujourd'hui, s'il était vraiment fou ou s'il simulait la folie. En tout cas, c'est lui qui, vous le savez, avait pris un avion, était parti pour l'Angleterre pour essayer d'obtenir la paix entre l'Allemagne et l'Angleterre, et vous savez quelle suite a été donnée à cette tentative, puisqu'il a été mis en prison jusqu'à la fin de la guerre, pour finalement se retrouver sur les bancs de Nuremberg. Parmi les personnages que l'on regardait avec curiosité, et quelquefois avec horreur, il y avait, par exemple, au deuxième rang, vers le milieu à peu près, il y avait Sauckel. C'est un nom qu'on a sans doute oublié, que beaucoup ont oublié. C'était celui qui avait la haute main sur tous les travailleurs européens que Hitler avait envoyé en Allemagne pour travailler à la défense du Reich grand allemand. Ribbentrop était dans l'ordre des inconscients, si l'on peut dire, était un assez bel échantillon, effectivement, car Ribbentrop semblait considérer que lui n'était pour rien dans rien, et que néanmoins il était un homme particulièrement irremplaçable dans le régime nazi, et que, ma foi, sa présence ici était pratiquement inexplicable. Il ne comprenait pas pourquoi il était là, tout en considérant qu'il avait été très important. Aucun ne veut comprendre pourquoi il est là. Ni le maréchal Keitel, chef de l'état-major personnel d'Hitler, ni son adjoint, le général Jodl.